Bonjour, bonjour tout le monde. C'est parti. Vous êtes allez, une cinquantaine à nous avoir rejoints déjà. Je pense que vous allez être plus nombreux dans les minutes qui viennent. Donc, on va commencer déjà à vous accueillir, à vous remercier de nous avoir rejoints pour cette Good Week 2023. Vous allez vivre une semaine assez intéressante et importante, ma foi, dans l'univers du fundraising parce qu'on va s'atteler à pas mal de questions un peu prospectives. Alors, on traverse depuis quelques années, particulièrement depuis 2 ans, une période de remise en question assez profonde et qui concerne de nombreux sujets. Et dans le désordre, on pourrait citer par exemple l'importance capitale des réseaux sociaux, l'importance qu'ils ont pris dans nos vies, la mondialisation, la pandémie de Covid, la crise énergétique, la crise climatique, une perte de confiance dans les institutions dirigeantes, une fragmentation, une archipélisation, nous dira Renaud, de la population française, un bouleversement générationnel aussi, puisque les boomers ont 70 ans, et oui, toute la génération qui a fait les beaux jours de la France notamment, arrive à la retraite. En résumé, le monde change et pour le sujet qui nous concerne, il est important, voire même primordial, que les structures qui vivent grâce à la collecte et grâce à la générosité se posent plusieurs questions. La première des questions, c'est la bonne adéquation, par exemple, de leurs pratiques à ces changements divers et variés. On peut se demander aussi quels sont les ressorts qui vont nous permettre de traverser tout ça. Et puis, quels sont les ajustements à opérer pour continuer à collecter de manière efficace. C'est tout l'objet de cette Good Week, je vous le disais, cette semaine qui a donc pour titre innover pour le bien, innover pour le lien. En fait, il y a un jeu de mots visuel que vous avez sans doute noté et j'ai du mal, moi, à vous le dire. J'ai essayé de tourner ça dans tous les sens, je n'y suis pas arrivé, donc je vous le dis en 2 fois. Innover pour le bien, innover pour le lien, parce que oui, c'est l'innovation qui est le maître mot pour faire face sereinement à ces nouveaux défis qui nous attendent. Alors, pour commencer cette semaine, le thème de notre plénière d'ouverture que je lance maintenant est collecte en temps de crise. Quels sont les nouveaux enjeux ? Et j'aurai avec moi pendant l'heure qui vient 3 intervenants. On a déjà avec nous Renaud Debocor, le fondateur d'Octos. Renaud, bonjour. Bonjour. Radiologue de la data, Renaud. Voilà, radiologue de la data. Mais écoutez, j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais bon, je vais d'abord laisser Antoine s'exprimer sur les enjeux de la crise et ensuite j'essaierai de voir comment on peut passer d'une vision de la crise et comment on peut faire le lien avec la collecte en crise aujourd'hui. Antoine, donc Vaccaro, que vous connaissez tous, ou quasiment tous, autour de cette table. Antoine Vaccaro, vous êtes le président de Force for Good. Et puis, alors, autant vous dire que cette Good Week aura des intervenants assez prestigieux. Elle s'étend sur de nombreux fuseaux horaires, ce qui peut poser aussi certains problèmes. C'est pour ça qu'on vous accueille cet après-midi. C'est pour ça que cette plénière a lieu cet après-midi. C'est qu'on va être rejoint par Marie-Monique Steckel, qui est présidente émérita du French Institute Alliance Française de New York. Mais à New York, il est 8h30 du matin et donc il est un peu tôt. Elle va arriver dans quelques instants. Elle va nous rejoindre pour venir nous parler de cette vision américaine des traversées de crise, puisque les États-Unis en ont traversé quelques-unes de crise et elle va pouvoir nous apporter toutes ces lumières. Alors, d'un point de vue technique, si vous avez des questions, eh bien, vous avez un petit onglet questions en bas à droite de votre écran. Vous tapez vos questions. Et puis, on les posera, alors idéalement en fin de séance, on les posera en fin de séance à nos intervenants, ils y répondront. Vous avez le chat, mais que vous avez déjà commencé à prendre en main. Je vois qu'il y a pas mal de messages sur le chat qui est là pour réseauter, puisque faire le lien, c'est aussi faire du réseau. Donc, servez-vous bien de ce chat pour discuter entre vous et les questions. Dans l'onglet questions, on aura un quart d'heure à peu près de questions-réponses à la fin de cette séance. J'ai assez parlé. Antoine, quel est l'état actuel de la générosité déjà en France ? Merci Grégoire, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Je vais essayer rapidement de donner des éléments de contexte sur cette situation qui permettra d'introduire en fait l'intervention de Marie-Monique depuis les États-Unis, qui nous dira qu'est-ce qu'elle voit de cette situation depuis le pays de la philanthropie et de la grande philanthropie, et Renaud qui nous expliquera peut-être plus dans le détail les éléments qui actuellement traversent la société au travers des études qu'il réalise régulièrement. Alors, je vais enfoncer quelques portes ouvertes, puisqu'on est tous baignés dans la même situation, la même actualité.
il est vraiment, banal de dire que nous sommes confrontés à un moment de crise assez vraiment singulier depuis peut-être des dizaines d'années maintenant. On a une espèce de convergence de crises qui se succèdent au point de faire effectivement trembler un peu nos bases économiques, sociales et politiques. Alors, pour la faire très rapide, pour la France notamment, après un certain nombre de crises sociales, vient s'ajouter la crise du Covid. À cela, à peine la crise du Covid terminée, arrive la guerre en Ukraine. Et ce qu'on a constaté néanmoins, c'est une vraie résistance de la générosité des Français. C'est-à-dire une espèce de capacité à absorber ces moments. Et la générosité des Français n'a pas tellement fait défaut, même si on a constaté notamment le sondage qu'a réalisé en milieu d'année dernière les apprentis d'Auteuil, qui montre qu'on constate en fait un décrochage des petits donateurs, enfin des petits revenus, des foyers à revenus faibles, une baisse de la moyenne des dons et une difficulté à aller chercher de nouveaux donateurs. Donc, dans un contexte quand même extrêmement inquiétant sur le plan de la crise, on a des résistances, mais un certain nombre de faiblesses et de failles qui commencent à faire jour. Ces inquiétudes sont fondées parce qu'on n'a jamais été confronté à un tel niveau de crise et surtout à un retour de quelque chose qu'on avait oublié depuis près de 30 ou 35 ans, l'inflation. Je vous parlais tout à l'heure de la collecte en période d'inflation, parce que moi je l'ai connue, parce que je suis probablement l'un des plus anciens autour de la table, mais on est aujourd'hui confronté en tant qu'acteur de la philanthropie aujourd'hui à cette réalité qui est peut-être baisse du pouvoir d'achat, endettement et différents impacts du fait de l'inflation. Donc on est probablement sur quelque chose qui est inquiétant pour deux publics qui nous intéressent principalement, que sont les retraités. Le public qui nous intéresse principalement, ce sont les retraités, mais Renaud expliquera que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les retraités qui ont deux indicateurs en général qui les fragilisent en termes de générosité, c'est la baisse de la bourse, et pour l'instant la bourse résiste, jusqu'à quand on ne sait pas, et la baisse de leur pouvoir d'achat liée en fait à la progression ou non de leur pension. Donc si ces deux indicateurs venaient être affectés, ils n'ont pas été tellement finalement dans les crises qu'on vient de connaître, venaient être affectés de façon assez marquante, je pense qu'on peut assister à sinon un décrochage, en tout cas un effet peut-être de tassement de cette collecte. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est qu'on va devoir continuer à collecter, aller chercher la générosité des Français. Et on le sait que depuis quelques années, pour faire cette recherche de fonds, les coûts commencent à augmenter de façon... Enfin, commencent à augmenter. Les coûts augmentent de manière un peu régulière, au point, mon hypothèse est malheureusement pas suffisamment étayée, c'est que les croissances des collectes que l'on a connues depuis des années, et cette croissance est de plus en plus grignotée par la hausse des dépenses de collecte. Probablement au point où cette collecte régulièrement croissante et linéaire est finalement dévorée par l'augmentation de ces frais de collecte. Ça sera démontré, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le constatent peut-être dans chacune des organisations, mais néanmoins c'est un sujet qu'il faut qu'on regarde de plus près, car si croissance de la collective mais à des conditions de prix absolument exorbitants, ça va sans doute encore plus se complexifier. On a constaté en fait, comme je disais tout à l'heure, cette résistance. Néanmoins, nous avons des points d'alerte qui nous interpellent. Alors, premier point d'alerte, c'est que ces donateurs reposent aujourd'hui en grande partie, cette générosité repose en grande partie sur les prélèvements automatiques. Prélèvements automatiques qui, en 2021, représentent pour les donateurs qui déclarent leurs dons environ 40% de la méthode de paiement. Ce qui est quand même un montant. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas imaginer que la collecte de fonds, la générosité, passerait par un tel outil. L'observation du décrochage des prélèvements automatiques peut être un sujet extrêmement, chaud et en tout cas abrasif. Parce que si cette partie-là commence à se retirer, cette espèce de matelas que connaissent aujourd'hui les organisations qui ont accès à ce mode de financement pourrait effectivement voir leur trésorerie, leur collecte finalement assez impactée. L'autre phénomène qui nous importe, en fait, c'est effectivement la question du décrochage des petits donateurs. Alors, on le sait depuis quelques années que c'est les middle, les grands donateurs qui tirent la collecte vers le haut et qui permettent de maintenir cette collecte à un niveau, on va dire, correct, alors que les petits revenus et les petits donateurs décrochent. Si ce
finalement, ce ventre qui est extrêmement important, une classe moyenne élevée, moyenne, on pourrait l'appeler comme ça, si cette catégorie venait à décrocher, là, je pense qu'on a un deuxième élément d'alerte qui est extrêmement inquiétant, ce qui nécessite peut-être une observation beaucoup plus précise de qui sont ces gens, comment ils se comportent et quel est leur intérêt. L'élément de rassurance que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, cette crise impacte beaucoup moins les middle et grands donateurs. Et la constatation que l'on fait au niveau international, c'est que dans tous les pays occidentaux, ce sont les middle et grands donateurs qui font la progression de la générosité de chaque pays. Un chiffre est sorti il y a quelques jours aux États-Unis. 25 milliardaires ont représenté 195 milliards de dollars de dons. Et on sait qu'aux États-Unis, 1%, et Marie-Monique nous le dira tout à l'heure, 1% des donateurs représentent 50% de la générosité. Renaud vous dira tout à l'heure ce que ce 1% représente pour la France, puisqu'il l'a étudié de très près. Donc ça, c'est un élément de réassurance, de dire, finalement, même si la crise est difficile et tendue, probablement que nous aurons une résistance grâce à ces catégories qui seront moins impactées. Mais les nuages qui s'amoncellent aussi, je parlais tout à l'heure des frais de collecte de fonds, c'est la hausse de l'inflation, on parlait tout à l'heure d'inflation, mais dans le secteur associatif, ce qui est le plus inquiétant, c'est la hausse du papier. Le prix du papier, le prix du timbre. Alors qu'on sait que encore 60 à 70% de la collecte de fonds passe quand même par du courrier. C'est-à-dire que si on augmente de façon, on va dire, un peu exponentielle ces dépenses, la collecte de fonds par courrier va devenir juste, on va dire presque privative, en tout cas à contrainte extrêmement forte. Alors, pour terminer et donner quand même quelques pistes de réflexion pour répondre à la question qui est posée pendant cette conférence d'ouverture, quels sont les conseils qu'on pourrait donner à notre auditoire pour essayer d'affronter cette période. Alors, moi, j'ai connu la collecte de fonds sous inflation. C'est-à-dire qu'on était début des années 80, il y avait encore une inflation à plus de 10% en France. Mais heureusement que le livret A rémunérait déjà à 6 ou 7%, ce qui n'est peut-être pas encore le cas pour la situation que l'on connaît pour la période d'amorce de cette inflation. Donc la collecte sous inflation, on l'a connue, à la condition que les revenus suivent. Et la question de ce ciseau entre revenus et inflation va être observée parce que c'est ça qui va être un élément déclenchant d'un retrait plus important, d'une attrition plus importante des donateurs. Donc on peut collecter, alors l'époque n'est pas la même, dans les années 80, le système n'était pas aussi mature qu'en ce moment. On était en phase de conquête des donateurs et non pas simplement de fidélisation et de consolidation de fichiers. Néanmoins, on peut affronter une période de collecte sous inflation si le pouvoir d'achat n'est pas trop impacté. C'est ce qu'on peut espérer dans les mesures qui seront prises pour accompagner cette période. Quand on est face à une situation de ce type, on revient toujours à la grammaire et aux fondamentaux. La grammaire et les fondamentaux, c'est quel est le produit, quelle est la cause, comment on raconte cette cause et comment on met en récit, donc quel est le message qu'on va délivrer à l'opinion, ou en tout cas aux donateurs, aux cibles qu'on a identifiés. Donc ça, pour moi, ça compte, on va dire, pour deux. Et puis arrive le troisième sujet, qui est le sujet pour moi principal, c'est la cible. C'est à qui on s'adresse, et la cible, c'est le fichier. Et quand je dis que produit plus message font 2, il faut rajouter fichier, fichier, fichier pour arriver à 5. C'est-à-dire que le poids du fichier de la cible à laquelle on s'adresse est finalement assez primordial pour ne pas dépenser des paquets comme dit un autre, un pognon de dingue pour toucher des populations qui ne sont finalement pas intéressées par le message qu'on leur adresse. Et c'est notamment sur ce sujet que Renaud nous donnera un certain nombre d'éclairages. Pour terminer, et dans des situations de ce type de configuration, il est nécessaire de revenir toujours. Oui, Marie-Monique, on vous attend. On vous entend. On vous entend. Vous m'entendez, mais j'ai au milieu de mon écran un truc qui me dit confirmer. Eh bien, confirmé. Condition générale. Confirmer, je confirme, je mets dessus et je n'ai en tout cas, on vous entend. Mais non, mais restez là, on vous entend de toute façon, Marie-Monique. Vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous entendez? Eh bien, restons comme ça. Merci allez pouvoir prendre la parole. Bon, pour terminer, la priorité est la priorité à la fidélisation. C'est-à-dire que ce rapport aux donateurs, qui sont ceux qui demain vont assurer vos parts de marché et l'espoir de peut-être recevoir
des assurances vie ou des legs passe immanquablement par la conversation qu'on va entretenir avec eux de façon régulière, on va dire la plus proche possible, je dirais pas affective possible, mais affective possible, parce que c'est sur ce socle-là que la collecte de fonds continuera de se déployer et nous permettra de passer ces écueils et cette crise qui vient. Je vous remercie pour vos écoutes. Antoine, juste, il y a une question qui est arrivée, qui est qu'entendez-vous par middle et grand don et quel montant moyen de don? Alors, tout à l'heure, Marie-Monique nous dira que le grand donateur américain est à $1 million. Nous, on parle de grand donateur à partir de 10 000 euros. Allez, on va dire 10, 20 000 euros. En France, c'est du grand donateur. Le middle est plutôt des clés qui disent que c'est 3-4 fois la moyenne du don classique. Donc, si la moyenne du don est à 70 euros, le middle donor est autour des 300-500 euros. C'est à peu près ça notre échelle, en tout cas, nos deux bornes. Merci Antoine. Marie-Monique, merci de nous avoir rejoints. Je disais tout à l'heure en introduction que vous êtes présidente émérita du French Institute Alliance française à New York. Vous œuvrez depuis plus de 18 ans là-bas. Vous avez eu en main un certain nombre de projets en France et aux États-Unis. Et Antoine, juste avant que vous vous connectiez, nous disait qu'aux USA, 1% des donateurs représentent 50% de la générosité. Est-ce que vous pouvez déjà, en introduction, nous expliquer ce chiffre-là? Bien écoutez, absolument, puisque les grands donateurs, aujourd'hui, ce sont les gens les plus riches aux États-Unis, et qu'en fait, depuis 20 ans, leur part dans la richesse économique du pays n'a fait qu'augmenter. Donc, ce que je disais, c'est qu'en 1978, ils occupaient quelque chose comme 6% de la richesse nationale et maintenant 18%. Donc, effectivement, les grands donateurs, si vous voulez, les gens riches, sont devenus de plus en plus riches et donnent de plus en plus. Voilà. La physionomie de la philanthropie aux États-Unis est bien différente de la philanthropie en Europe et en France? Ah, bien sûr. Alors, excusez-moi, mais vous m'entendez et vous me voyez en même temps? Très bien, oui. C'est formidable. Alors, c'est formidable. Merci beaucoup. La technologie fonctionne quand même. Alors, aux États-Unis, je vais vous donner un chiffre qui va vous paraître épouvantablement énorme, qui est que l'ensemble des chiffres de la philanthropie, c'est 485 milliards de dollars. Et alors, contrairement à la France, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que vraiment, les fondations et les entreprises représentent une toute petite part. Alors, je suis sûr qu'Antoine peut nous donner les chiffres, mais d'après ce que je sais, aux États-Unis, donc, les entreprises représentent 20 milliards. Donc, sur 485 milliards global, c'est à peu près 5%. Donc, en France, c'est le contraire. C'est-à-dire que les entreprises représentent à peu près, d'après ce que je sais, 50% des donations. 40%. 40%. Oui, 40%. Donc, si vous voulez, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, comme nous en parlions l'autre jour, Antoine, les entreprises françaises ont un rôle citoyen, alors que pour les Américains, les entreprises, c'est pour faire du profit. Ça n'est pas là pour être citoyenne. Alors, certaines, bien sûr, donnent, puisque dans le fond, 20 milliards de dollars, ce n'est pas non plus ridicule, mais quand même, ça n'est pas il n'y a pas une vraie conscience du rôle de l'entreprise aux États-Unis aussi forte qu'en France. Ou en tout cas, disons que la France a donné une grande responsabilité aux entreprises et cette responsabilité n'a pas été forcément prise par les entreprises américaines. Cela dit, elles donnent toutes. Elles donnent toutes, elles ont leurs employés qui leur demandent de plus en plus de donner. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'augmenter et c'est une bonne chose. Alors, je vous disais, les individus représentent 325 milliards de dollars, ce qui est un chiffre conséquent. Et on retrouve, et c'est pour French Institute Alliance Française que je vais appeler FIAF, parce que nous avons trouvé que French Institute Alliance Française, c'était un peu long, donc on l'appelle FIAF à New York, et c'est maintenant assez connu. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons, nous aussi, à FIAF, trouvé que les entreprises, en fait, nous donnaient beaucoup parce qu'elles sont françaises,
mais que ce sont les individus qui donnent. Et l'homme, malheureusement, et c'est là où l'Amérique est totalement un peu différente de la France, c'est que la culture est en bas de la liste. C'est-à-dire que là où les individus donnent le plus, c'est à la religion. Alors, ce n'est pas uniquement pour prier, c'est vraiment des services de proximité, et la religion représente 135 milliards de dollars. Et c'est toutes les crises confondues. Et c'est un chiffre évidemment très, très important. Et j'allais dire, en bas de la liste, plus bas que la culture, il y a les relations internationales. Donc, nous avons à New York eu la chance que ce soit une ville qui se targue d'être la capitale de la culture. Donc, la culture française joue un rôle dans l'esprit des New-Yorkais, et nous sommes arrivés à, pendant ces 18 ans, et maintenant encore avec ma brillante successeur, à mobiliser les individus, les Américains francophiles. Les Américains francophiles, ce sont en général ceux qui ont été en France. Ils ont fait une étude en France, ils ont un cousin qui habite en France, ils ont leur frère qui a épousé une jeune Française, etc. Donc, en général, il y a un lien entre l'individu et la France. Il est rare que j'ai pu mobiliser quelqu'un qui n'a jamais été en France, pas possible. Donc, c'est un lien ténu, en général, ça peut être pas forcément de la famille, mais qui existe dans leurs rêves. Beaucoup d'Américains aujourd'hui vous disent « Ah, mais je rêve d'habiter Paris à un moment de ma vie, quand je vais être à la retraite ou quand je vais faire ci ou ça. » Donc voilà, il y a tout un rêve d'habiter la France. Donc à FIAF, nous avons eu la chance, si vous voulez, d'avoir cette aura culturelle, émotionnelle quelque part. Juste un point, pour donner un chiffre, en fait, ces 485 milliards de dollars sont à comparer aux 471 milliards de dollars de l'année précédente. C'est-à-dire qu'il y a eu encore une croissance malgré la crise, malgré les difficultés. Alors peut-être que la crise ne frappe pas de la même manière les États-Unis que l'Europe, mais malgré la crise, la générosité a finalement cru de presque 14 milliards l'année dernière. Quand même, c'est un chiffre qui est quand même conséquent. Absolument, vous avez parfaitement raison, Antoine. J'ai posé la question à des spécialistes qui publient Philanthropy, un magazine formidable, et il m'a dit non, avec la crise, ça a augmenté. Alors je lui dis, et maintenant, qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Parce qu'on est quand même dans un moment un peu fragile aux États-Unis. Il m'a dit, normalement, les gens riches vont rester riches. Donc, il n'y a pas véritablement été un tsunami de retraite. Non, il n'y a pas eu. Alors, un certain nombre de gens donnent moins quand leur portefeuille est moins important. Et évidemment, comme vous en pensez, donnent encore et plus. Comme vous le savez, en ce moment aux États-Unis, il y a j'allais dire, une catastrophe dans la tech où tout est en train de mettre à peu près, Microsoft, c'est 12 000 personnes, toute la tech américaine est en train de limoger. Le chiffre rond, c'est 10 000. Donc 10 000 employés. 10 000 employés aux États-Unis. Donc il y a des gens, si vous voulez, qui ne s'attendaient jamais, et ils reçoivent en ce moment leur billet j'allais dire, pour partir en Zoom, au milieu d'une conférence, ou bien simplement leur ordinateur ne fonctionne plus sur le numéro de la boîte. Donc, si vous voulez, il y a, en ce moment, je ne sais pas si vous êtes vraiment en France dans une situation aussi dramatique, mais ici, ça touche énormément de monde, et même les banques sont en train de limoger. Donc, il y a quand même, si vous voulez, en ce moment, une vraie crise.
Et est-ce que c'est une crise qui est comparable à ce qu'on a connu notamment en 2008 avec les subprimes ou pas du tout? Non, c'est pas la même chose. Non, non, c'est pas du tout pareil. C'est simplement, si vous voulez, il y a eu je crois, dans les entreprises tech, que ce soit d'ailleurs à New York, Google, qui limoge également, ou bien sur la côte ouest, il y a eu une espèce de frénésie d'engager du monde. Ils ont engagé de façon, j'allais dire, folle. Et c'est si vous voulez, c'est cette frénésie qui est touchée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont trop engagé. Ils ont engagé trop de monde. Et c'est ce qui fait que, par exemple, même Amazon est en train aussi de limiter des gens, de mettre des gens dehors. Parce qu'ils ont beaucoup, si vous voulez, il y a eu une espèce je sais pas, de folie d'engagement. Comme vous le savez, il y a aussi eu un manque de personnel qui fait que, bon, ils ont engagé pour être sûrs d'avoir du monde, si vous voulez. Et maintenant, on s'aperçoit avec les chiffres que c'était le moment de maigrir cet énorme nombre d'employés qu'ils ont en cours. En France, on est un peu à contre-courant puisque le chômage est plutôt en baisse. On a une espèce de bonne résistance, mais peut-être que c'est le calme avant la tempête, parce que le jour où on aura l'effet peut-être décalé de correction qu'on connaît aux États-Unis sur l'emploi des techs, peut-être qu'on connaîtra aussi un phénomène de même type en France. Alors, c'est très particulier à l'après-Covid, si vous voulez, je pense. Comme vous le savez, aux États-Unis, le chômage global est 3,5. Donc, on ne peut pas parler, si vous voulez, aujourd'hui d'un problème de chômage aux États-Unis. Au contraire, la plupart des entreprises n'arrivent pas, que ce soit les restaurants ou même des entreprises importantes, ont du mal à trouver du monde. Il y a ce qu'on appelle la grande résignation, c'est-à-dire que les employés restent chez eux et ne veulent pas travailler. Marie-Monique, pour terminer sur cet aspect américain, vous nous disiez en préparant ce rendez-vous que la société américaine continuait à attendre des ultra-riches qu'ils soient généreux, mais elle attendait aussi un changement notamment de rôle de l'État, c'est ça? Exactement. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une espèce de critique importante et j'allais dire pas uniquement dans les universités, sur le rôle des très riches. Et même quand ils font du bien, j'ai donné l'exemple d'une femme remarquable à New York qui a créé des centres d'art dans les écoles défavorisées de la ville. On lui reproche de ne pas avoir pris en main plus le problème de l'éducation et que dans le fond, ce sont un peu ils font du bien, mais à la petite semaine, si vous voulez. Et la critique dit qu'il faudrait, dans le fond, qu'il y ait un changement de société. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec un programme éducatif en Amérique qui est aussi désastreux? Il faut bien dire que les écoles publiques, les élèves arrivent presque à mi-chemin d'une école à 12 ans et ne savent pas lire. Il y a vraiment un manque, si vous voulez, de prise de conscience des très riches, que dans le fond, il y a un rôle à jouer dans le changement sociétal. Et en ce moment, il y a une vraie critique aux États-Unis, dans des livres, dans des conférences, qui s'expriment et qui s'expriment de façon très forte. Et ce que je vous disais, c'est que c'est évidemment la fissure entre les républicains et les démocrates. Les démocrates, bien sûr, et ce qu'on appelle les libéraux aussi, sont plus près de voir la philanthropie comme quelque chose qui est un obstacle à changer la société. Et que c'est là où les très riches devraient avoir un rôle de changement, non plus simplement à droite, à gauche, que ce soit dans les écoles, ou que ce soit ramasser les déchets des restaurants pour que ça ne soit pas
jeté, mais que ça soit utilisé. Si vous voulez, il y a un rejet de la philanthropie telle qu'elle existe aujourd'hui aux États-Unis. Il y a un rejet. Alors, il est encore extrêmement, j'allais dire, limité, parce que les 485 milliards de dollars qui se mettent dans la philanthropie ne sont pas tous mis en cause, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui est en train de véritablement prendre forme. Et ça, c'est intéressant, c'est nouveau, parce que la tradition aux États-Unis du give back est très forte. En fait, dès l'école, les enfants apprennent à donner. Et je sais qu'en France, on a pensé à faire une école de la philanthropie, mais que pour l'instant, si vous voulez, elle fait partie de l'éducation nationale. Et comme vous le savez, bouger l'éducation nationale n'est pas facile. Donc, apparemment, ça n'est pas encore très généralisé, cette école. Mais aux États-Unis, c'est une tradition et c'est quelque chose que les enfants, que ce soit pour les Boy Scouts avec leurs cookies, que ce soit dans les écoles pour une cause ou une autre, c'est quelque chose de très vivant et de très spontané aux États-Unis. Merci. C'est vrai que cette spontanéité et l'éducation des enfants à la philanthropie, ça va être l'une des tables rondes, l'objet de l'une des tables rondes, je ne sais plus quel jour exactement. C'est jeudi. L'une des tables rondes. Comment est-ce qu'on peut parler aux plus jeunes de la philanthropie? Et Marie-Monique, vous parliez justement de cette fragmentation, en tout cas de ce changement de la société, et ça tombe bien parce que Renaud, c'est une de vos spécialités, l'analyse des éléments qui constituent notre société. Et ça change très vite, force est de constater, non? Oui, ça change très vite. Alors là, je pense que Antoine et Marie-Monique nous ont fait une description très macroéconomique de la situation. Je vous propose de revenir un peu plus sur l'aspect microéconomique, c'est-à-dire comment on peut basculer de cette connaissance sur l'ensemble de ces crises permanentes par rapport à votre collègue, parce qu'aujourd'hui, nos interlocuteurs sont tous des responsabilités de collecte, de mieux collecter. Donc, comment on passe de cette connaissance des crises et de la hausse des inégalités vers des outils optimisés pour être capable de mieux lire leur propre collecte, pour être capable d'optimiser leur ratio et d'être capable d'optimiser leur collecte de demain. Donc d'abord, ce qu'il faut bien rajouter, c'est qu'aujourd'hui, les crises permanentes s'aggravent de plus en plus et aggravent à la fois les revenus, aggravent les richesses, mais elles ne sont pas réparties inégalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les métropoles qui bénéficient le plus on va dire de cette richesse, au détriment de la périurbanité, au détriment de la ruralité. Et c'est un peu l'archipélisation de Jérôme Fourquet, qui a très bien expliqué dans son livre, L'archipel français, justement, comment la mondialisation a engendré une concentration des richesses. Les 2/3 des richesses sont produites dans 12 métropoles, sur 5% du territoire et pour 27% des Français. Donc, une fois qu'on a compris ça, la hausse de l'immobilier, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait fuir les couches populaires dans les métropoles, ça a fait fuir les inactifs et ça a fait fuir les retraités qui n'ont plus les moyens d'habiter dans les métropoles. Donc, toutes ces incidences extrêmement importantes liées à la crise et à la mondialisation font qu'aujourd'hui, quel regard on peut porter sur sa propre collecte avec les critères traditionnels qu'on utilise pour comprendre une collecte, c'est la récence, fréquence, montant, c'est-à-dire les données de gestion. Donc, comment mes propres données de gestion dans ma base de données sont-elles capables de comprendre cette archipélisation et ces différences entre les générations et les critères socioculturels des Français? Alors, Renaud, des donateurs. Renaud, je crois que vous avez un sondage un sondage, en tout cas une question à poser aux personnes qui nous suivent. Alors la question c'est, est-ce que vous êtes satisfait des données temporelles fournies par votre CRM quand on parle des dons et des donateurs? En tout cas, je vous soumets le vote et vous pourrez y répondre avec l'onglet sondage en dessous. Si vous voulez nous éclairer juste sur cette question, Renaud. Voilà, alors aujourd'hui, d'abord, il faut comprendre, tout à l'heure, Antoine a commencé
son intervention en parlant de l'ensemble des crises. Aujourd'hui, si on prend les données de la collecte, que ce soit dans le baromètre de France Générosité ou dans le cadre du panel du fundraising, si on regarde les résultats de 2004 à 2022, à part 2017, la collecte a toujours augmenté. Donc, malgré les crises, malgré l'inflation dont a parlé Antoine, la collecte a toujours augmenté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, on rentre dans un monde nouveau. On rentre dans un monde nouveau. Je pense que la prochaine vague devrait montrer pour la première fois une baisse peut-être de la collecte, et ce serait un élément, entre parenthèses, révolutionnaire par rapport à ce qui s'est passé sur les 25 dernières années. Donc maintenant, une fois qu'on comprend ça, on n'invite pas et on ne pilote pas une base de données de la même façon en temps de croissance qu'on pilote une base de données en temps que crise. Quand on pilote une base de données en période de croissance, les critères de récence, de fréquence, de montant, c'est-à-dire les données de gestion, sont largement suffisants pour être capable de prendre la croissance. Et donc, dans ces cas-là, la notion de fichier sur la prospection, comme parlait tout à l'heure Antoine, est largement suffisante, ou la notion de récence pour avoir la prédictivité pour mieux optimiser les enjeux de fidélisation sont aussi largement suffisants. Demain, ça sera insuffisant parce que comme la croissance va se faire essentiellement dans les métropoles, au détriment dont Antoine parlait tout à l'heure, justement, les petits donateurs, on sait où ils sont. Ils sont dans les campagnes, sur les matures et éventuellement un peu dans la périurbanité. Donc, c'est pas dans les métropoles qu'on va retrouver les petits donateurs. Donc, aujourd'hui, il y a trois dimensions dans la collecte, alors qu'avant, il y en avait deux. Il y avait la première dimension dont Marie-Monique a très bien parlé, c'était les 1% les plus riches qui donnent 40% aux États-Unis et 21% en France, dans le cadre du panel de France Générosité. Et maintenant, cette partie va se couper en deux. Donc, il va y avoir les métropoles d'un côté sur les populations XY, les fameux bobos dont on parle beaucoup, qui va s'opposer avec la ruralité sur les personnes plutôt retraitées qui, elles, ne pourront pas toujours suivre et on ne pourra donc pas se permettre d'envoyer le même message, la même offre sur ces deux types de populations. Donc, c'est une vraie réflexion nouvelle qui s'impose aux associations. C'est qu'il va falloir qu'ils comprennent que si elles continuent à travailler que sur un concept de récence ou par fichier, elles vont vite avoir des problèmes de rentabilité. Le tamis sera trop large pour bien comprendre où sont les potentiels dans les enjeux de prospection ou les enjeux de fidélisation. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est la temporalité. Une base de données, c'est quoi finalement une base de données? Une base de données, c'est des informations qu'on a dans sa collecte. Et dans sa collecte, on a tous une date de don, une date de testament, une date du PA, dont on parlait tout à l'heure. Mais donc, l'enjeu de la collecte est bien appréhendé par les collecteurs. Sauf que maintenant, on va parler du donateur. Aujourd'hui, le donateur, c'est le grand absent. Le grand absent dans les CRM. Donc, aujourd'hui, on a une information sur les tranches d'âge. Éventuellement, certains collecteurs vont enrichir leur base de données avec les dates de naissance, mais ça sera très parcellaire puisqu'on va maximum arriver à 10-15%. En plus, on est à 300 € le 1000 pour enrichir une base de données par les dates de naissance, donc c'est extrêmement onéreux. Donc, le trou dans la raquette, aujourd'hui, il est au niveau du donateur. Comment on fait pour comprendre le donateur par rapport à un don qui est fait derrière? Et c'est là, tout l'enjeu, ça va être d'essayer de passer d'une tranche d'âge. Aujourd'hui, les tranches d'âge ont un avantage, c'est qu'elles permettent de bien comprendre quels sont les profils du donateur, sauf que les tranches d'âge, on ne peut pas les mesurer sur la durée. Donc, si vous regardez votre collecte en 2010, vous regardez votre collecte en 2020, les tranches d'âge, comment on fait pour les suivre dans le temps? Et pareil pour votre collecte. Donc, la collecte, on y arrive très bien parce que les montants des dons, on voit année après année, mois par mois, comment les choses évoluent. Mais par contre, pour les tranches d'âge, on ne peut pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, les directions générales, les directions financières qui, eux, font des budgets, ils ne font que des budgets qu'à partir des données de gestion. S'ils font des budgets à partir des données de gestion, ils n'ont pas cette vision d'enjeu où aujourd'hui les matures et les boomers sont en train de disparaître progressivement. En 2026, on a calculé que les boomers seront au même niveau
que les générations Z et les générations Y. Donc, il va falloir complètement réinventer une collecte au niveau du online, et ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc, il va falloir passer par des périodes de transition, des périodes de connaissance. Donc, il va falloir que dans les bases de données maintenant, on intègre la notion de génération, la notion de territoire pour mieux suivre justement cette collecte, parce qu'on ne va pas suivre de la même façon la collecte sur Paris, Lyon, Marseille, que sur la collecte dans les campagnes, dans le Gers ou en Basse-Normandie. Donc là, les enjeux sont forts et l'optimisation, elle va passer par cette connaissance générationnelle et territoriale qu'on va essayer de raccrocher aux données temporelles de gestion. Et après, les associations connaissant bien le profil et l'évolution du offline et du online par rapport à ces générations seront à même à faire des nouvelles offres adaptées. D'ailleurs, on a une étude avec le CERFI, justement, pour mieux connaître la génération X. Et cette génération X, aujourd'hui, elle ne donne pas du tout de la même façon que les boomers et les matures. Donc, quels sont les codes, quelles sont les attentes générationnelles de ces générations plus jeunes? Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui qui va se passer dans les années qui viennent. Renaud, un exemple particulier justement sur cette question-là, c'est-à-dire que les générations ne donnent pas de la même manière, c'est-à-dire que les boomers et les matures ont une manière de donner bien particulière, et pourquoi les autres générations ne donnent pas pareil? Alors, les boomers et les matures, alors les matures, ils ont connu la guerre. Donc, comme ils ont connu la guerre, ils sont ils sont dans le devoir, d'où le grand succès qu'il y avait que quand vous mettez une enveloppe timbrée, le succès quand vous faisiez des mailing box, plus l'enveloppe était épaisse et plus le taux de retour était élevé. Parce que les gens disaient, je ne peux pas ne pas renvoyer un chèque alors j'ai reçu autant de choses. D'accord? Donc ça, c'était les matures. Les boomers, on est sur la responsabilité. On est sur la responsabilité. Et alors que la génération X, on n'est pas du tout sur les mêmes codes, on est sur l'engagement. Et donc, il y a une différence entre faire des messages, faire une offre marketing par rapport à une notion d'engagement, alors que les X sont plutôt dans donc il y aura une rupture entre les X et les boomers. Donc dans les bases de données aujourd'hui, par les tranches d'âge, vous voyez pas les différences entre les boomers et les X. Vous les voyez pas. Alors qu'il y a une réelle différence. Et lorsque nous on sort des tableaux de bord pour l'ensemble de nos clients dans le caritatif, on se rend compte qu'il y a une baisse des dons particuliers entre les boomers et la génération X. Donc, il va falloir se réinventer, les codes, les messages, la création. Et puis, un dernier point important, c'est que les matures et les boomers, on est sur du monocanal. C'était suffisant. Alors que les générations X et Y, on est sur du multicanal. Donc, on ne peut pas, avec un seul canal, faire transformer un don uniquement avec un seul média. Moi, j'aime bien un des exemples que tu présentes souvent, c'est la caractéristique du boomer parisien intramuros. C'est pas tout à fait le même. Tu peux dire un mot là-dessus parce que c'est la plus flagrante, quoi. Voilà. Alors, et tu as complètement raison. Toi, j'avais un peu oublié. Donc, dans le panel, qu'est-ce qu'on a démontré? Tout simplement que un boomer, s'il est dans les métropoles, il va donner à peu près 400 euros. Un boomer dans la périurbanité, il va donner 200 euros, et un boomer dans les campagnes, il va donner 150 euros. Donc, ça veut dire qu'il y a un rapport du plus du simple au double entre le boomer en fonction de son territoire. Mais c'est valable pour le caritatif, mais c'est aussi valable pour la politique. Si vous prenez un boomer aujourd'hui dans les métropoles à Paris, il va voter Macron. Un boomer dans les métropoles régionales, il va voter plutôt à gauche, écolo. Un boomer dans les campagnes ou dans les petites villes de province, il va voter LR ou il va voter Rassemblement National. Donc, ce qu'on retrouve dans le caritatif, on va aussi le retrouver ailleurs. Par exemple, pour la presse, pour la presse, un boomer dans les métropoles, il va être en abonnement numérique, alors qu'un boomer dans les campagnes, on va être encore sur l'abonnement papier. Donc là, il y aurait encore plein d'autres exemples comme ça à citer. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dissocier les générations et les territoires. Et ça, justement, c'est vraiment l'impact de la mondialisation. C'est-à-dire l'une des raisons, c'est aussi le coût de la vie, c'est ça? C'est-à-dire que le boomer propriétaire de son appartement dans le centre de Paris
le prix du mètre carré n'est pas le même qu'au centre de Saint-Étienne, par exemple. Voilà, c'est exactement, Grégoire. C'est-à-dire que le problème, c'est que aujourd'hui, les boomers dans les métropoles ont bénéficié de la hausse de l'immobilier sur les 30 dernières années. Donc, beaucoup de boomers ont même gagné plus d'argent par la hausse de l'immobilier que par leur propre travail. Et alors, ce qui n'a pas du tout été le cas dans les campagnes et dans la périurbanité. Donc, les boomers qui sont devenus propriétaires ont les moyens maintenant de pouvoir suivre cette générosité qu'on demande. Tout à l'heure, on parlait des middle do et des grands donateurs. C'est évident que lorsqu'on est dans les petits donateurs, dans les campagnes et la ruralité, on n'a plus les moyens de suivre. C'est pour ça qu'on a une France qui se coupe en deux. Christophe Guilly, un géographe, a bien démontré qu'il y avait de plus en plus en France, alors je ne sais pas si c'est le cas aux États-Unis, mais en tout cas en France, il y avait deux France, alors peut-être pas irréconciliables, mais en tout cas il y avait deux France. La France des métropoles de ceux qui bénéficient le plus de la mondialisation, contre malheureusement ceux qui les subissent la plus, c'est-à-dire ceux qui sont dans la ruralité et dans la périurbanité. Donc aujourd'hui, quand vous avez une information générationnelle dans votre base de données, vous ne pouvez pas la dissocier des territoires. Parce que sinon, on fait des moyennes, et on sait très bien que les moyennes, c'est l'ennemi du bien. Donc, vouloir dire qu'un boomer, c'est comme si vous disiez qu'à Paris, la moyenne des dons est à 420 euros, sachant qu'à Paris-Ouest, on est à 550 euros, et à Paris-Est, on est à moins de 400 euros. Donc, la moyenne est toujours l'ennemi du bien. Donc, il faut quand même descendre à des niveaux plus fins, à l'IRIS, par exemple, alors que généralement, les données de l'INSEE sont disponibles aux communes. Et plus on va avoir un niveau fin, plus on va pouvoir suivre et comprendre ces populations. Donc, pour résumer par rapport à ça, j'ai envie de dire, les enjeux du papier et du téléphone, c'est un enjeu pour les équipes qui sont encore en place, c'est-à-dire les équipes marketing qui gèrent leur collecte et qui, eux, on leur demande en plus de rajeunir. Le problème, c'est que le rajeunissement, s'il n'a pas été prévu par la direction générale ou pas la direction financière qui n'est pas impliquée, eh ben, ça va être les prestataires qui accompagnent les collecteurs et les directions marketing qui vont porter ce rajeunissement, qui vont porter, parce qu'il va falloir investir pour comprendre quels sont les nouveaux codes. Et les nouveaux codes, ça va prendre du temps pour trouver les bons codes créatifs, ça va prendre du temps pour comprendre les bons médias les plus adaptés. C'est d'autres types de fichiers. Donc, tous ces coûts supplémentaires de rajeunissement doivent être portés par l'ensemble de l'association, en commençant par la direction générale, qui, elle, après, une fois qu'on va avoir mis en place des budgets prévisionnels sur 3 ans ou 4 ans, ces directions générales vont pouvoir donner des moyens aux équipes opérationnelles, et ces équipes opérationnelles pourront, de fait, avoir l'appui des directions financières et générales, et donc appliquer une vraie stratégie de rajeunissement et de bien prendre en place la stratégie online qui va être la stratégie de demain, puisque en 2026, les boomers seront inférieurs aux générations Y et Z. Donc, il va bien falloir que tout ça se fasse par transition et progressivement. L'objectif, c'est pas de dire on va basculer du jour au lendemain de la stratégie online à une stratégie offline à une stratégie online. Il va falloir du temps. Mais par contre, sachez qu'en 2026, il va y avoir une inversion générationnelle qu'il va falloir bien prendre en compte. Merci beaucoup, Renaud. Alors, oui, Marie-Monique. Oui, Grégoire. Je pense que l'idée de rajeunissement, Renaud, est parfaitement vécue également aux États-Unis, particulièrement lorsque j'étais à FIAF. Si vous voulez, on s'est rendu compte moi, j'ai pris donc la direction de FIAF en 2004. Et à l'époque, si vous voulez, il y avait tout un cadre de personnes qui avaient connu la France. Alors, vous parlez de la guerre, ils n'étaient pas allés à la guerre, non, vraiment pas, mais ils étaient dans l'idée du patrimoine de la France. Château de Versailles, David Rockefeller, tous ces gens-là. C'est une génération qui a maintenant un peu, si vous voulez, s'est amenuisée. Et l'idée de rajeunissement, par exemple, des donateurs, mais aussi du conseil d'administration, mais des membres de FIAF, était tout à fait une de mes priorités. D'ailleurs, je ne suis pas la seule institution culturelle ou philanthropique à New York française
qui pense qu'il est important de rajeunir les cadres des personnes impliquées dans les institutions. C'est un problème général à New York. On se rend compte que, si vous voulez, la génération de plus de 70 ans a tout à fait une idée de la France qui vient j'allais dire, de la culture du 18e, etc., alors que les jeunes Américains, New-Yorkais, veulent autre chose. Et donc, il y a un problème, si vous parlez à n'importe quel cadre d'une institution, que ce soit French Heritage, que ce soit le Louvre, que ce soit les grands musées français qui ont tous des représentations ici, ils sont tous en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour attirer les jeunes? Et c'est un problème, si vous voulez, alors c'est particulier sur la France, évidemment, c'est un problème j'allais dire, d'aura de la France, mais c'est un problème dont on parle souvent, et quelquefois, après mon gala, qui, comme vous le savez, est la grande façon de lever de l'argent à New York et aux États-Unis, les galas représentent en général un énorme pourcentage des collectes de fonds de l'année d'une institution. À chaque fois que je terminais mon gala, on me disait « Ah, Marie-Monique, c'est formidable, tu avais beaucoup de jeunes dans ton gala. » Alors attention, si vous voulez, pas de problème. Je voulais juste dire, Marie-Monique, je voulais juste rajouter un élément par rapport à ça. Aujourd'hui, vous n'avez pas Aujourd'hui, les budgets prévisionnels de rajeunissement ne sont pas possibles avec les tranches d'âge. Pourquoi? Parce que la collecte, elle évolue dans le temps et l'âge évolue dans le temps. Donc, comme on ne peut pas avoir de grille de lecture stabilisée, comme on appelle ça une cohorte, les cohortes, c'est garder une stabilité, il n'y a que les prénoms qui peuvent garder cette stabilité. Parce que quelqu'un qui a 15 ans, 10 ans après, il a 25 ans. Mais est-ce qu'il a changé ou pas de tranche? Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas eu de budget fait par les collecteurs par rapport à l'étranger, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas le moyen d'avoir un critère stable. Alors que justement, grâce à la typologie des prénoms, grâce aux onomophases, on va pouvoir maintenant enfin faire des budgets prévisionnels et des tableaux de bord qui vont pouvoir suivre la collecte sur la durée, donc pour pouvoir mesurer les efforts qui ont été faits. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est avoir la volonté de rajeunir, je vous l'accorde, c'est partout, c'est universel. Par contre, il faut avoir des éléments de mesure pour être capable de bien comprendre comment on fait pour rajeunir. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir des éléments de mesure. Parce que si vous investissez sur des messages nouveaux et qu'on ne voit pas la différence, il y a un problème. Voilà, excuse-moi. Il nous reste peu de temps ensemble, il nous reste 7 minutes et il y a quelques questions. Vous pouvez encore en poser des questions et ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir répondre aux questions qui se sont posées par les personnes qui nous suivent. Alors, Renaud, on est dedans là. Si les bases de données contiennent peu de dates de naissance, comment est-ce qu'on peut avoir des données générationnelles? Est-ce que les réponses peuvent être courtes pour qu'on puisse lire toutes les questions? Alors, les données générationnelles, c'est tout simplement lié au prénom. Donc, quand vous avez une base de données avec une adresse, vous avez le prénom. D'accord? Donc, aujourd'hui, on arrive avec l'intégration des onomophases, qui est une typologie des 5 grandes générations et de 35 sous-classes socioculturelles. C'est tout simplement par le prénom. Donc, c'est très facile d'intégrer par le prénom ces données générationnelles. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez suivre après votre collecte en tenant compte de cette génération. Voilà. Est-ce que, Renaud, toujours, vous pouvez préciser ce qu'est l'IRIS rapidement? Je sais que c'est compliqué comme… Alors, non, l'IRIS, c'est très simple. L'IRIS, c'est un îlot un peu plus fin que la commune. Donc, si par exemple, il y a 2000 personnes dans un IRIS, si par exemple, la commune est inférieure à 2000 personnes, l'IRIS est égal à la commune. Si la commune fait 10 000 personnes, il va y avoir 5 IRIS pour faire les 5 fois 2000, ça fait 5 IRIS. Donc, voilà. L'IRIS, c'est plutôt pour mieux comprendre les zones urbaines. Les zones rurales sont déjà déterminées par les communes de moins de 2000 habitants. Dès qu'on est dans l'urbanité, il y a autant d'IRIS qu'il y a 2000 habitants dans une ville. Donc, à Paris, il y a 2 millions d'habitants, il y a 1000 IRIS. Tu peux dire ce que signifie IRIS quand même? Alors, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que l'IRIS a été construit, enfin, est fait et suivi par l'INSEE. Et l'INSEE a mis en place ces IRIS pour pouvoir justement faire le recensement.
Donc, c'est des quartiers qui ont été mis en place pour envoyer les collecteurs d'informations dans le cadre du recensement. Question peut-être plutôt aux équipes qui sont, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la Good Week. Là, on n'est que 4 en vidéo, mais en vrai, il y a beaucoup de monde derrière. Est-ce que il pourrait y avoir une transmission ou de l'étude évoquée sur la génération X notamment? C'est possible ça? Ça, Antoine peut en parler puisque c'est le CERFI. Donc, vas-y, Antoine. On peut tout à fait la diffuser puisque c'est une étude qui a été réalisée sur un panel. Il faut simplement regarder avec l'équipe du CERFI et de Doctos ce qui est livrable ou pas, mais ça, on peut tout à fait livrer probablement une synthèse. Donc, écrivez-nous, ceux qui posent cette question, qui nous écrivent, on leur diffusera l'étude. Est-ce que la montée en puissance du conflit ukrainien, voire la guerre, changerait radicalement les perspectives? Alors ça, c'est une question, il nous reste pas beaucoup de temps, mais c'est vraiment une question un peu profonde quand même. Disons que ce qu'on peut dire, c'est que plus il y aura de crise, plus on va accélérer les inégalités. C'est-à-dire que les riches pourront toujours consommer, les pauvres sera plus difficile. Donc j'ai envie de dire, plus il y aura une crise économique, plus on va accentuer les différences entre les territoires et les générations. Donc avant tout était possible, puisque quand on était en période de crise, de croissance, on pouvait tout se permettre. Avec la crise, ça va obliger les collecteurs à être encore plus fins dans leur ciblage et être encore plus fins dans la façon de suivre leurs donateurs et de mieux aller dans le sens comportemental. C'est-à-dire aujourd'hui, dans une base de données, vous avez 2 types de populations. Vous avez les CSP- et les CSP+. Et donc, la collecte, plus on va être en période de crise, va se retourner vers les CSP+, et il va falloir essayer d'identifier les CSP+, à la fois dans les métropoles et à la fois sur les catégories socio-professionnelles, enfin, ce que j'appellerais les sous-classes socio-culturelles, avec les prénoms intemporels, qui, eux, par ces prénoms intemporels, disent qu'ils ont reçu beaucoup de choses et qui peuvent donc encore retransmettre. Donc voilà, la crise va obliger à plus de différenciation. Une question pour Marie-Monique, parce qu'elle est arrivée pendant que vous expliquiez, Marie-Monique. Quid de l'impact social des donateurs? Je suppose que c'est aux États-Unis, du coup, parce que la question est arrivée pendant votre propos. L'impact social des donateurs, c'est-à-dire qui ils sont ou leur influence. Je pense leur influence sur la société. Influence sur la société? Oui. Oui. OK. Bien, écoutez, les grands donateurs ont d'abord, ils ont une espèce de pignon sur rue, c'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup, que ce soit Bill Gates ou sa femme maintenant, ou Warren Buffett ou des autres. Ils ont vraiment, ils sont écoutés, ils parlent beaucoup et ils ont une vraie action très souvent dans leur ville. Que ce soit à New York ou même aux États-Unis. Donc, ils ont énormément de résonance, si vous voulez. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils n'ont aucune influence. Non, ils ont de l'influence et j'allais dire, ils s'expriment beaucoup, donc on les entend. Moi, ce que je voulais dire par rapport à mon expérience d'institution culturelle à New York, c'est que contrairement à ce que Renaud pense, nous faisons du petit point, on fait très peu de online, on fait pas du tout de j'allais dire de marketing de masse. Donc j'écoutais l'histoire des prénoms avec intérêt, mais on fait du petit point, c'est-à-dire qu'on s'adresse, on est trop, si vous voulez, on a un budget de 12 millions de dollars, donc on est petit par rapport à d'autres fondations plus grosses. Donc, en fait, on s'adresse, j'allais dire, presque de façon très personnelle à nos donateurs. Et je disais toujours que c'est de la broderie anglaise. Et les petites institutions qui sont connectées, qui nous écoutent, je suis sûre, ont la même expérience. C'est qu'on s'adresse un à un et on les voit et on les cultive et on les aime. Et si on les aime pas, ils le savent. Et c'est du vraiment one-to-one.
Donc, j'admire beaucoup j'admire beaucoup ce que vous faites et je trouve que ça va donner à un certain nombre de online une vraie capacité, un instrument de guerre presque, cette histoire. Mais pour les petites institutions comme nous étions, on faisait vraiment du one-on-one. Je dis, la broderie anglaise, ça a du bien. Voilà. Dernière question, mais qui ouvrira aussi sur la suite, qui sera la prochaine table ronde. C'est une question, quelles sont les actions à mettre en place dès aujourd'hui pour mettre à jour un BDD, les priorités le plus urgent? Et puis, il y a une autre question qui rejoint un petit peu ça. Est-ce que la collecte d'adresses email est un préalable à l'acquisition des nouveaux donateurs? Donc, est-ce que dans ces actions absolument essentielles et urgentes, il y a la collecte aussi d'adresses email? Disons que nous, on a essayé d'avoir une approche un peu macroéconomique de tout ce qu'on a pu dire. Et je crois qu'il va y avoir des ateliers plus tard qui vont être plus rentrés dans le détail, plus dans l'aspect microéconomique, comment on rentre dans, j'ai envie de dire, dans la chirurgie, pour essayer d'optimiser sa collecte. Et donc, ça sera le but des prochains ateliers, justement de dire comment on peut vous accompagner pour aller. Mais pour répondre à la question sur les emails, je pense que les emails, quand ils sont connectés dans une stratégie plus globale, que ce soit sur Internet, je veux dire sur le site Internet ou par rapport au postal ou au téléphone, les emails ont, à mon avis, un vrai rôle à jouer pour optimiser les dons. Allez, on est presque à l'heure, 15h31, 9h31, Marie-Monique, chez vous à New York. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus partager ce moment tous ensemble, cette ouverture d'une grande semaine dans laquelle on innovera pour le bien et on innovera pour le lien. Grégoire, je te coupe, mais tu n'as pas donné le résultat du sondage. Ah oui, non, le sondage, effectivement. Le sondage, alors c'est... on a 53% qui sont satisfaits des données temporelles et 47% qui ne sont pas satisfaits. D'accord. Donc, je vous donne rendez-vous quand même. Il y a un peu de boulot quand même. Ouais, il y a encore du boulot. Il y a du boulot, mais justement, le rendez-vous, il est à 16h. Il est donc dans 30 minutes. Vous avez 30 minutes pour aller vous faire un thé, boire un coup, faire une petite pause, aller courir. Et puis, dans 30 minutes, vous retrouverez Corinne Josiphides, Eric Ploto qui vous rejoindront pour une table ronde, un atelier sur les 10 fondamentaux de la collecte en temps de crise. Et donc, là, il y aura l'occasion de répondre à ces questions très précises sur les choses à mettre en place. En tout cas, c'était un vrai plaisir, Antoine, Renaud et Marie-Monique, de partager cette heure avec vous. Merci Grégoire de bien avoir concentré les bonnes questions et d'avoir animé ce débat. J'espère que vous avez appris des choses et vous avez envie de continuer à nous suivre toute cette semaine. Merci à tous les trois. Bye. Et bonne good nuit. À bientôt. Bye bye. Au revoir Marie-Monique, à bientôt.